Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, 13e épisode. Bonjour Olive. Salut Kev. Bonjour Vivien. Salut Kev. Ça va les garçons? En forme. Très bien, et toi? Ça va. Un peu traumatisé mais ça va. Ah bah y a de quoi en même temps. Alors Vivien, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, être en caravane en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique, c'est soit pour faire de la meth, soit pour se faire attaquer par des mutants cannibales. Et entre viol, effusion de sang et torche humaine, notre brave petite famille américaine va regretter d'avoir pris le mauvais chemin. Bienvenue dans la colline à des yeux. Wow. J'ai encore des frissons là. Ouais, mais moi aussi. C'est vrai que ça donne envie de faire du camping dans le dans le désert du Nouveau-Mexique. Ouais. Donc, La colline à des yeux, un film de 2006 d'Alexandre Aja, scénarisé par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, avec Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vanessa Shaw, c'est bizarre, Émilie de Ravin, Dan Bird et encore plein d'acteurs. Et juste, parce que d'habitude on le fait pas, mais le titre québécois me fait assez rire, Le visage de la peur. Ouais, Et j'avoue que quand on les voit, c'est pas faux. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Donc maintenant on va rentrer. Ah non, petite question les garçons. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film avant d'y mettre les deux pieds? J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai vomi, mais pas parce qu'il est nul, parce qu'il est trop bien. Ouais, je l'avais vu au cinéma à sa sortie. J'étais déjà très inspiré par le cinéma d'Alexandre Aja avec Haute Tension, qui était son premier métrage en France, du coup, avec Cécile de France. Et du coup, quand j'ai vu qu'il allait s'occuper du remake, etc., j'étais très emballé et j'ai vraiment pas été déçu. Un pur chef-d'œuvre. Oui, c'est vrai, parce que c'est un remake donc, de La colline à des yeux de Wes Craven, sorti en 77. C'est ça, et Wes Craven est le producteur de ce remake. C'est parce qu'il rentre un peu dans cette mouvance c'était les années 2004, 2008, 2009. On a eu plein de remakes de vieux films. On a eu Rob Zombie Halloween. Avant, on avait eu Massacre à la tronçonneuse avec une préquelle, une séquelle de Massacre à la tronçonneuse aussi, qui était plutôt cool. Vendredi 13 aussi, il a le droit à son remake. Donc Wes Craven voulait aussi qu'on s'attaque à un de ses remakes sans passer par la case Freddy, les Griffes de la nuit. Et du coup, La colline des yeux, ça lui semblait bien. Il voulait juste pas s'occuper de la réalisation. Et là, plutôt, on a eu accès à un bon réalisateur quand même dans. Ah, mais de la bouche de Wes Craven, hein, à comparer les deux versions, il trouve que la version d'Alexandre Aja est de meilleure qualité en tout point de vue scénario, réel, est-ce que tu veux, que sa version de 77. Et c'est rare, hein. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, assez digressé. Olivier, je veux que tu me parles de la première scène et de la vraie première scène du film. Oui. Je te laisserai parler de ce que toi tu considères comme la première scène après. La première scène du film, en fait, ça nous plante un décor aride, hein, puisqu'on est donc dans le désert du Nouveau-Mexique, avec une caméra qui va vraiment se promener. Hein, c'est un long plan séquence qui va atterrir sur les fameuses, comment on appelle ça, les stations-service abandonnées, on en a partout aux États-Unis, enfin qu'on pense abandonnées, et avec un pompiste des plus sympathiques, donc la caricature du pompiste américain qu'on peut trouver dans ce genre d'endroit, donc sale. Quoi, la première scène, t'as esquivé la vraie première scène. C'est la... Bah ouais, moi je te demande de pas l'esquiver, toi tu l'esquives. Mais non, mais c'est pas ça qu'il voulait que je parle. Bon, d'accord. Alors la vraie première scène du film, Je voulais que tu me parles de cette scène nulle et qu'après tu me fasses tout ton truc sur le générique que tu aimes bien et pour cause. Mais je voulais vraiment que tu me parles de cette première scène dont on va revenir dessus parce d'accord, que... D'accord, très bien. Donc la première scène du film, c'est donc le logo de la Fox, hein, qui s'ouvre avec ces fameux... Non, on a un carton qui nous explique au tout début du film, qui nous explique qu'il y a eu des tests nucléaires dans le désert du Nouveau-Mexique, etc. Et après, paf, un plan pareil, très laconique, caméra qui se déplace, on est dans le désert. La caméra va s'attarder sur un ruisseau avec un poisson en CGI absolument dégueulasse qui se balade dedans. Et deux scientifiques en combinaison anti-radiation et un gégère qui sont en train de faire des relevés sur le taux d'irradiation de la zone. Et ils vont juste littéralement se faire massacrer. On ne sait pas trop par qui, on le voit très rapidement. Planté à coup de hache et puis après remorqué directement en bagnole. De pioche. À coup de pioche, ouais, et remorqué en bagnole. Voilà, les cadavres sont traînés. Plutôt que de les mettre dans la voiture, en fait, le tueur les attache à la prise caravane, presque, on va dire, et les traîne pour les emmener quelque part dans le désert. Ce qui n'est pas le plus malin,
mais qui rend plutôt bien à l'écran, il faut le dire. Ouais, et puis c'est plutôt festif. Ah, ça donne le ton. Ça donne le ton. Comment ça festif? C'est un peu comme les mariages. Non. Au lieu de traîner des boîtes de conserve, là c'est des cadavres. Ah, et ça va. C'est ça. Ça, c'est la fichue première scène inutile du film. Et j'expliquerai pourquoi inutile peut-être plus tard. Voilà. Et la seule en soi. Et la seule première scène. Même s'il y a toujours un premier, pas deux. Non mais c'est la seule scène inutile, les gars. Ah oui, c'est la seule scène inutile. Oui, c'est la seule bien sûr. scène inutile. Et après, on a vraiment le générique du film qui, moi au cinéma déjà, il m'a mis en condition. Parce que même là, en revoyant le film la première fois, j'avais complètement occulté cette première scène useless des scientifiques avec leur compteur Gégère. Le générique nous présente une vieille pub des années 60 aux États-Unis, colorisée, avec entre-temps des images très furtives d'explosions, de bombes nucléaires, des tests que les Américains ont fait sur leur sol, des déformités dans des bocaux. Enfin voilà, on a plein d'images très très fortes et vraiment dégueulasses sur une musique, j'ai pas noté le titre, mais sur une musique typiquement américaine, très joyeuse, très détente. Entre les images qui, globalement, avec toutes ces difformités qu'on nous présente, nous plantent vraiment les antagonistes avant même qu'on les rencontre. Et cette musique, c'était hyper malaisant en fait. Ça donnait vraiment bien le ton. En plus, les images étant des images d'archives, il y a le grain en fait de la pellicule. On passe du noir et blanc à la couleur, un grain vraiment dégueulasse, très désaturé dans les couleurs. C'est vraiment un super générique. Je suis d'accord. C'est un générique d'ailleurs qui fonctionne sans la première scène, et c'est pour ça que la première scène est inutile, parce que la première scène et le générique disent la même chose. Oui, c'est ça. Hein. Sauf que le générique en dit plus, et d'une façon plus originale, d'une façon plus agréable, plus jolie en fait, simplement. C'est plus agréable à regarder que juste la première scène. Le générique est très esthétique pour les personnes qui sont sensibles à ce grain un peu sépia ou à ce grain de pellicule avec des images fortes, des anciens villages que les Américains, que l'armée américaine installait dans le désert, des reproductions de villages en fait avec des mannequins, etc. à taille humaine pour voir ce qui se passait une fois qu'on faisait péter une bombe H là-dedans. Des images très rapides à chaque fois, c'est vraiment par flash, il y en a plein qui arrivent. De ces essais, et entre-temps à chaque fois on a des embryons en bocaux, des cerveaux à moitié éclatés. C'est hyper dérangeant et très malaisant. Et ce qui est dérangeant en plus, c'est que arrête-moi si je me trompe, mais les images qu'on nous montre là, c'est pas des images de fiction. La plupart des images, voire toutes les images, sont des images réelles. C'est que des images réelles. Voilà, donc ça rajoute un côté, on se dit, on est dans un film de fiction qui parle de ça, sauf que non. Là, ce qu'on te montre là, dans ce générique qui va un peu présenter le reste du film, c'est des choses qui se sont vraiment passées, en fait. Bah, typiquement, c'est le genre d'image qu'on a dans des documentaires. Des documentaires engagés contre le nucléaire et tout ça. Et non, comme tu l'as dit, ce générique a très bien fonctionné sur moi. Surtout que, comme tu dis, ça ouvre par donc une pub américaine. Ensuite, beaucoup d'explosions. Et c'est qu'après un certain temps qu'on a qui nous mettent, qu'ils intercalent avec des images donc de difformité, bébés, d'enfants. Et au départ, tu t'y attends pas. Et quand tu vois ça, tu fais oh, d'accord. Et surtout, chaque difformité, on va plutôt la voir plus tard dans le film sur chaque personnage en fait. Oui, tout à fait. Ça va être. Il y a le rappel. En surimpression dans ce générique, à un moment donné, t'as même un plan sur des chicots, en fait, des dents, des gencives avec des dents complètement éclatées, et c'est les dents d'un des antagonistes qu'on va retrouver bien plus tard dans le film. Juste pour dire à quel point cette première scène est inutile, c'est qu'on a le carton qui nous explique qu'il y a eu des essais nucléaires. Ensuite, donc des dégâts avec le compteur Gégère pour voir qu'il y a encore des résidus nucléaires. Plus tard dans le film, ça va être encore expliqué. Il va y avoir des journaux. Des coupures de presse, oui, tout à fait. Qui vont expliquer tout ça. Et ce qui est dommage parce que cette première scène, elle nous met pas vraiment dans le rythme. Elle est là, on a l'impression qu'il y a été parce qu'il y avait du temps de bobine encore disponible. Et je trouve ça dommage. Mais elle est très vite oubliée en fait. La preuve, moi, dans mon cas, je l'avais totalement occulté. Pour moi, le film, ce que je disais tout à l'heure, il commençait au générique. Le générique, je m'en souviens encore, même si j'avais pas vu le film depuis au moins 10 ans. Je m'en souviens encore très bien. Même la musique, je l'avais encore dans la tête et tout. Alors que cette première scène avec les scientifiques, complètement zappé, quoi. Mais bref, enchaînons un petit peu.
si j'ai envie déjà. Ah oui, c'est toi le patron, pardon Kevin. Donc on va reparler de cette première scène. Non. Et du coup, on arrive sur ce que tu nous expliquais. Et par la même occasion, cette station-service au milieu de nulle part, avec un pompiste qui m'a l'air assez chaleureux. Mais c'est le cliché du pompiste, hein, quand tu regardes bien. Le mec, il a sa chic au bec en permanence, il a les chicots dégueulasses, sa maison qui est à côté de là où il vit, en fait, là, à côté de la station-service, c'est vraiment c'est un taudis. Tu comprends très vite qu'il est de mèche avec des gens qu'on voit pas, mais avec les antagonistes, parce que les antagonistes lui laissent un sac avec les propriétés en fait des colliers, un téléphone portable, etc. de leurs victimes, hein, ce qu'on comprendra plus tard. Et en plus, il leur laisse un petit cadeau dans une boîte McDo à l'ancienne, vous savez, les boîtes en polystyrène où on mettait les hamburgers il y a une quinzaine d'années. Il lui laisse un petit morceau d'oreille ensanglanté, plutôt sympathique, toi, c'est sympa. Encore une fois, ça plante le décor. Et ce que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Alexandre Aja, et on pourra le voir dans toute sa filmo, après, et même dans Haute Tension, c'est que tous ces films, il les ancre vraiment dans le réel. Il y a pas d'artifice, c'est encore plus flagrant dans La Colline des Yeux, parce qu'il n'y a aucune star. Et c'est un choix super pertinent, je trouve. Il y a pas, parce que je pense qu'une star ou une tête d'affiche en fait dans ce film-là, ça aurait presque nuit à l'authenticité du film. Quand on met une tête d'affiche ou une star, la plupart du temps dans des films, surtout des films, on va dire hollywoodiens aux États-Unis et tout ça, c'est pour en créer le héros. Sauf qu'ici, le but du film, c'est pas de nous créer un héros, parce que même avec le nombre de personnages, on va vite se rendre compte que c'est juste des victimes en fait. C'est nos personnages auxquels on va avoir une sympathie, mais il n'y a pas de héros tant que ça. Enfin, à la fin, il y a forcément des héros, parce que c'est comme ça qu'on fait un film. Mais il n'y a pas de personnage plus important que d'autres en fait. Tout de suite, on ne sait pas qui survit, qui est le principal, tout ça. Et surtout, ça ancre encore plus dans l'histoire c'est la famille n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Vu que c'est pas surtout en 2006, je pense que c'est pas des. Peut-être Big Bob, qui a déjà dû être vu dans quelques séries. Mais sinon, les acteurs vont se faire des petits noms après, certains. Je crois que Émilie de Ravin, on l'avait déjà vu dans Lost début 2000. Il me semble que c'était une des actrices principales de Lost. C'est la nana qui a un gosse, il me semble, dans Lost. C'est celle qui est enceinte, dans la série. Et Bobby, il a joué dans d'autres séries après. Enfin, l'acteur qui incarne Bobby a joué dans d'autres séries après. Et le fait que ça soit pas des acteurs connus, ça ancre, parce qu'on a vraiment l'impression que ça pourrait être n'importe qui. C'est une famille en vacances qui, par inadvertance, vont se retrouver à combattre contre le mal, hein, tout simplement. Oui, oui. Et tu te dis, bon, à pas grand-chose, ils évitaient tout ça. Mais c'est ça, ce qui rend encore plus le film complètement dramatique en fait. À une route près, tout allait bien quoi. Et du coup, il n'y avait pas de film, ça aurait été un peu con. Et puis surtout, c'est l'intrusion du chien qui fait que une des protagonistes va suivre le chien et va tomber sur le sac. Et c'est là qu'il va tout déclencher, parce que le pompiste avait décidé pas de se repentir, mais d'arrêter tout ça. Il s'est avéré que ça sera pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, hein, vu qu'il termine, il se suicide en se tirant une balle, en se faisant exploser la gueule. Encore une fois, un effet pratique magnifique. Alors, un truc à souligner dans ce film, il y a, à mes yeux, je pense qu'il y a 2 effets truqués numériquement. Il y a le poisson au tout début du film, hein, vraiment ce qu'on disait, hein, le poisson, le plan rivière avec le poisson c'est de la CGI, c'est sûr. Et à la toute fin du film, il y a un effet numérique, on en parlera tout à l'heure. Et sinon, tout le reste, en tout cas, même les maquillages, etc., c'est que des effets pratiques. Et ça fait du bien, en fait, de temps en temps, de voir des films qui sont à ce point ancrés dans le réel, sans trucage numérique à outrance. Et puis c'est super bien fait. Oui. C'est super bien fait, oui, tout à fait. C'est magnifique, mais dans le sens, c'est horrible, quoi, ce qu'on va nous montrer en fait. Et pour le coup, l'introduction de cette famille, donc je vais dire les noms tout simplement, parce que il est vrai que moi je les ai pas tiltés quand j'ai regardé le truc, mis à part Bobby et Bob, Big Bob. Moi c'était Big et Bob. Big Bob. Tout le reste m'est passé au-dessus. Donc on a Big Bob, ancien flic, le père, sa femme Ethel, ils ont 3 enfants, Lynn, Brenda et Bobby. Et Lynn est mariée avec Doug, donc son gendre, qu'on va voir, une grande histoire d'amour entre deux.
et leur fille Catherine. C'est le jeu des 7 familles. Voilà, c'est la famille qui a décidé de faire un petit road trip pour les noces 25 les 25 ans de mariage de Bob et de Ethel. Ouais. C'est ça. Et ils auraient dû rester sur l'autoroute, merde. Ils auraient dû prendre l'avion surtout. Qui voyage en caravane en 2006? Faut arrêter. Aux États-Unis, tous les films commencent comme ça. C'est vrai. S'il y a bien un truc que j'ai appris grâce aux films d'horreur, c'est que si on me dit il y a un raccourci là-bas sur une route qui est pas goudronnée, je n'y vais pas. Si un jour vous devez vous faire un road trip aux États-Unis ou juste vous trouvez une petite location, si l'annonce pour la location commence par manoir alloué 1 mois, $700, 28 pièces, n'y allez pas. N'y allez pas, ça sent le traquenard. Hein. Normalement, on est assez rodé pour se dire que il y a une entourloupe là-dessous. Mais les protagonistes de ce film n'étaient pas au courant. Surtout que, je suis désolé, mais le pompiste, il a pas une gueule d'ange. Ah non, pas du tout. Mais apparemment, ça a l'air d'être normal là-bas. Chez eux, ça a l'air d'être normal. Le gars, il fume en mettant de l'essence. T'es suicidaire, mon gars. D'ailleurs, Big Bob lui fait la réflexion. C'est interdit normalement de fumer en remplissant le réservoir d'essence et le pompiste ne fait que se marrer à cette phrase-là. Après, il lui dit ouais, je suis un ancien flic, nanana. En même temps, faut comprendre que les gens reculés comme ça, ils ont peut-être une sale gueule, mais ils sont pas forcément méchants. Non, c'est juste qu'ils sont un peu bourrus en fait. C'est un peu les pécores de chez eux. Dans le cas du film, c'est quand même un enfoiré. Hein. Ouais. Et donc, départ de cette famille vers de nouvelles aventures. Alors avant, on voit un truc avant qu'il s'en aille. On voit un tout petit truc que j'ai énormément aimé, que j'ai trouvé très mignon. Et je me suis dit, ça va, le film, il va être un peu mignon, tu vois. C'est le petit cochon Oui, alors oui, le petit cochon. Babe, déjà, et c'est aussi c'est ça. Et c'est aussi donc on va pas savoir qui c'est pour l'instant, mais Ruby qui va voler le sweat rouge. Et j'ai trouvé ça trop mignon que une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, se mette sur la pointe des pieds, ramasse un truc et s'enfuit avec. J'ai trouvé ça mignon en fait. Et je m'attendais pas ensuite à un film vraiment à ce point la trash quoi. Donc toi, quelqu'un qui vole quelque chose sans autorisation, c'est mignon. Mais c'était mignon. Non, la scène était filmée de version mignon. On voit ses petites ou alors je sais pas, mais Départ. Hop. Oui, départ de la voiture, herse sur le sol, pneu crevé et essieu vrillé. Boum. Il y a un seul rocher. Il faut se le prendre. Pas mal. Et début de la journée camping. Parce que ils sont quand même sacrément détentes. Hein. En même temps, ils ont pas à avoir peur. Mis à part Big Bob qui sort directement 2 flingues, un pour Bob, un pour lui. C'est un Américain. Parce qu'on sait jamais. Américain, c'est normal. Et la American. mère. Ouais. S'il y a un rouleau de feuilles là qui t'attaque. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Les tumbleweed. Voilà. On va en voir en plus. Oui. Et la mère qui ne parle que des serpents à sonnettes. Des serpents à sonnette, ouais, mais ça c'est un côté très freudien, on le dira dans le film plus tard. D'ailleurs, Bobby lui fera une réflexion plus tard. Donc, Bob prend 2 flingues et décide de partir, lui au nord, vers la station-service pour trouver une remorqueuse, une bagnole, enfin bref, se faire aider, parce que leur voiture ne fonctionne plus du tout. Et il envoie Doug, lui, aller à l'opposé, voir s'il trouve pas quelqu'un. Donc, Bob va au nord, Doug va au sud. Et la mère, avant de partir, donc Bob prend 2 flingues, et par contre, Ethel leur demande de prier avant de partir. On sent bien le 2 poids, 2 mesures un peu. Tu vois, il y a le côté pile et côté face. La maman a pris, et Doug, lui, il croit en les armes. C'est la famille américaine typique, quoi. Totalement. On a le gros brutal je veux dire, le papa américain avec sa moustache, sa casquette, son drapeau et ses flingues. La maman américaine avec sa petite robe verte ou rose saumon et qui prie parce que attention, on est dans le désert quand même. Moi, je reviens juste sur un truc important. On sent que Doug et Big Bob, ils s'entendent pas très bien. C'est une famille dysfonctionnelle, plus ou moins. C'est ça. Elle est présentée comme étant dysfonctionnelle. Et comme dans tout bon film d'horreur qui se respecte, il y a des questions bêtes. Des questions plus bêtes que les questions de Kevin. Doug va voir que l'avant de la bagnole, il est complètement défoncé. Hein. Il va voir Big Bob, il fait... Tu peux le réparer ou pas? Ouais, mais même Big Bob va lui dire, est-ce que je peux réparer? Mais il est con celui-là alors. Hein. Qui c'est qui va fabriquer un beau-fils comme ça? Moi, ce que j'aime bien dans toute cette partie exposition, jusqu'au moment où il y a l'accident et la séparation des deux mâles dominants du groupe, c'est l'intérêt qui est porté au détail. Et je vous le disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, pour un réalisateur français, et c'est son premier long métrage aux États-Unis, je le trouve limite dans sa réalisation et dans l'équipe technique
qui l'entourent, encore une fois les accessoiristes, etc., ont fait un travail de dingue, je trouve, plus américain que les Américains encore. Il y a des petites choses qui sont... genre là, j'ai le film en même temps qui passe, dans ce qui sert de coin cuisine dans la caravane, posé dans le fond comme ça, c'est vraiment au tiers-plan, au troisième plan, t'as un paquet de Twinkies. Et Twinkie, c'est vraiment une pâtisserie, enfin un gâteau un peu typiquement américain. Et le fait que ce soit posé là et que ce soit un réal français, etc. Il y a un côté, j'ai l'impression qu'ils vont en faire plus pour que voilà, on ait vraiment conscience que ce soit aux États-Unis. Mais dans le cadre du film, je trouve que ça passe super bien. Tout marche bien. Et encore une fois, ça ancre dans le réel. Tu sais, la cuisine, elle n'est pas immaculée, rien n'est propre. Les draps, quand on voit, enfin, tout est un peu défait. Ça ancre vraiment les personnages du film dans quelque chose de très très réaliste. Ça ressemble un peu à ce que toi tu vivrais si tu partais en road trip pareil. Ce que je ferais pas. C'est vrai. Pas chez eux en tout cas. L'île d'Oléron si tu veux, mais alors le Nouveau-Mexique moyen chaud. Et comme tu dis, parce que je suis en train de lire mes notes et je viens de me rappeler de quelque chose. Quand ils sont en train de prier, donc la famille, cette famille-là, il y a quelqu'un qui les espionne avec des jumelles. C'est Jupiter, non, qui les... C'est le méchant. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas qui. On le saura plus tard. Qui c'est, on le sait même pas parce que si vous vous rappelez bien de la toute dernière scène du film, on voit les survivants partir pour aller où on sait pas, et t'as la caméra qui recule d'un coup sec vraiment pour prendre de l'altitude, et tu rentres dans un effet jumelle en fait. Il y a quelqu'un qui les observe en train d'essayer de survivre à la jumelle. Donc, tu comprends qu'ils s'en sortiront pas, quoi qu'il arrive. Mais voilà, des familles de mineurs, parce que c'est eux les antagonistes, ils sont légion à mon avis, planqués dans ce désert. Et tu sens que ça se terminera pas bien, quoi qu'il arrive. De toute façon, on le voit quand on va arriver dans la ville beaucoup plus tard dans le film, mais il y a des enfants. Oui. Il y a des enfants monstres, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement aussi d'autres gens, sachant que les enfants, il va pas les tuer. Voilà, tout ce qui va être mort dans ce film, c'est pas tout ce qu'il y a dans les collines. Non, bien sûr, c'est tout. Sûr. C'est pour ça qu'il y aura la colline à des yeux 2 qui est une purge, par exemple. Oui, Jamais vu. J'ai pas spécialement envie. Et petit fait intéressant aussi sur pourquoi ce film est bien, c'est que c'est rare, enfin dans les films d'horreur, parce qu'il y en a surtout des mauvais, mais c'est rare que dans un film d'horreur, au début du film, je ne sache pas qui va survivre ou qui va mourir. C'est tout à fait exact, c'est vrai. Je savais que Bobby s'en sortirait. Je le sentais, la caméra est beaucoup trop mise sur lui dès le début. Mais, par exemple, Doug, pour moi, devait mourir. Enfin, allait mourir. Il est présenté comme le faible un peu sur les deux hommes adultes en tout cas. C'est un peu comme Doug c'est le citadin. Il vend des téléphones, il a son propre magasin, il vend des téléphones portables. Il y a plein de réflexions qui sont faites autour de lui dans la première partie du film sur arrête, décroche un peu de ton téléphone, etc. Donc lui c'est le citadin qui est pas foutu de réparer, de rebrancher une prise. C'est mis en avant d'ailleurs dans le film. Alors que tu sens bien que Big Bog, le patriarche en fait, lui il sait un peu tout faire. C'est lui qui va ausculter la voiture et déterminer que non on peut pas la réparer. C'est lui qui va prendre les décisions dans la première partie du film jusqu'à ce que il finisse en barbecue. C'est vraiment lui qui dit toi tu vas là-bas, toi tu fais ci. Il distribue les actions à tout le monde et c'est lui qui va de l'avant systématiquement. Ouais, et tu disais Kevin que c'est un truc assez rare qu'on sache pas qui va mourir, mais parce qu'aussi on a un nombre assez grand de personnages principaux en fait au début du film. On a si on enlève le gars de la gas station, on a quand même 7 personnages qui ne sont pas vraiment, ils sont des archétypes dans le sens où ils sont les propres miroirs, on va dire, d'une famille américaine, comme on pourrait se l'imaginer dans n'importe quelle œuvre de fiction. Mais on ne sait pas qui va mourir, mais on sait que ça doit mourir. Il y a trop de personnages, donc ça doit mourir. Normalement, tu sais pourquoi tu vas au cinéma. La colline à des yeux, si tu t'es renseigné un petit peu avant d'y aller, tu sais que tu vas avoir quand même un film de genre, un film d'horreur, un peu, dans une certaine mesure. Voilà, tu sais qu'il va y avoir des morts. Mais oui, en effet, impossible de déterminer qui va y passer. Et pour revenir à un film qu'on a déjà fait, Mortel Saint-Valentin, qui est nul pour le coup, mais qui est dans cette mouvance film. Je savais qui mourrait, qui n'allait pas mourir. Blonde 1, Blonde 2, Blonde 3, Blonde 4, voilà, tout ceux-là ils sont morts, c'est bon. Enfin, déjà, il fallait savoir qui était qui, ça se ressemblait. C'était ça le sport de ce film. Mais tu savais que dans les films d'horreur standards, pas très bien, tu le sens. Tu le vois qui va mourir. Là, c'est vrai qu'on a quand même 7 protagonistes. Donc, certains, je savais qu'ils allaient mourir, d'autres non. Mais il y a quand même eu cette hésitation. Et j'aime bien, quand je regarde un film d'horreur,
me faire des petits paris à moi-même quand je commence à regarder, Ouais. me dire lui il va survivre, lui il va mourir, lui j'espère il va mourir sale. Mais en vrai, il y en a pas tant que ça qui meurent. Hein. Il y en a pas tant que ça qui meurent. Si tu regardes bien, il y en a que la moitié qui meurt. Ouais, bah, Oui, il y en a c'est- 4. C'est déjà pas mal, Olivier, quand même. Oui, il y en a 3. Il y a Big Bob, il y a la femme de Doug et Ethel. C'est les 3 qui meurent. Qui meurent C'est les sales. protagonistes qui vont prendre plus cher. C'est les, Enfin, les les antagonistes. antagonistes vont prendre très cher. Ouais. Et on va avancer un petit peu. Un des chiens part, oui, parce que cette famille américaine a 2 chiens. Deux bergers. Beast et Beauty. Oui, 2 bergers allemands, j'ai l'impression. Ça a l'air. Ouais. Enfin, qui ressemblent à ce genre de. Un qui s'enfuit. Et Bobby décide de le pourchasser. On entend que le chien est pas bien et de l'agonie. On sent que le chien il est mort. Ouais, le chien il pleure, quoi, Ouais. il souffre. Et quand on va voir cette scène qui est pas très longtemps à l'écran la première fois qu'on le voit, et donc il est éventré, je me suis dit ce film il commence mal avec moi. On touche pas aux animaux, merde. On l'a déjà dit ça en plus. Ça. On touche pas. Ah Demain, bah il, oui. il est complètement éventré. Après, on a un plan sur un des antagonistes, random antagonistes, qui est en train de bouffer une cuisse de chien, je crois, crue comme ça. Je sais pas ce qu'il bouffe, mais c'est après nous avoir introduit l'enfant Ruby, justement, qu'on voit ce personnage. Ce Bobby va s'assommer comme un connard. Je sais pas comment il est pas mort, parce qu'apparemment il a atterri bien sur la tête, quoi. Et on va voir dans cette scène-là, c'est pas les 2 premiers qu'on voit en soi, mais c'est les 2 premiers qu'on voit interagir. On sent déjà une différence entre l'éthique des 2 personnages, c'est-à-dire que Ruby, c'est la petite fille mignonne qui va qui va être intriguée par le jeune homme, qui va remarquer presque avec inquiétude qu'il saigne et qu'il est blessé. Et encore plus avec inquiétude quand elle va voir que, je sais pas, ça doit être son cousin, son frère ou son Ouais, ils père en sont même tous temps. cousins là-dedans. À mon avis, c'est une communauté qui vient de Schnorr à la base. Hein, donc à mon avis. Ah, je voulais la C'est faire. les ch'tis. Sont un de ces, du coup, on sait pas trop quoi de sa famille qui bouffe au-dessus, on ne sait pas quoi, hein, une cuisse de quelque chose, un gros morceau et qui s'en régale et qui rit. Et on comprend déjà que là, on a 2 personnages très différents et on a une première, on va dire, taupe héroïne dans le camp des méchants. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais on ressent que la seule, Ruby, hein, qui aura de- la petite au sweat rouge, va être une gentille en fait, malgré ses difformités qui montrent qu'elle est On décolline. va voir que c'est la seule qui a de l'empathie chez les C'est ça. monstres. C'est donc, la seule qui va avoir des c'est ça. remords hein, de ce qu'elle vit en fait. Et c'est un traitement intéressant, suffisant dans le film, mais j'aurais presque aimé en apprendre un peu plus sur ce personnage-là en fait, sur le personnage de Ruby. On repose spécialement. Mais donc, sans transition aucune, on suit Doug qui a avancé le long de la route et qui tombe sur un cimetière de voitures Un cratère, ouais. qu'on va comprendre qui est les voitures abandonnées des victimes donc de ces gens qui les poursuivent. Parce que lui n'y fait pas attention, mais il y a des traces de sang qui sont sur les différentes voitures. Et Doug, lui en plutôt détente, il va ramasser un ours en peluche et une batte de baseball. Et, parce qu'il se dit que ça peut toujours être intéressant. Un truc que j'ai pas compris, c'est que, bon, ok, on sait qu'il est pas très manuel et tout ça, mais Doug passe à côté d'un buggy en très bon état, hein, il check pas les états des pneus ou quoi, mais il essaye même pas d'allumer une seule voiture. Genre il est coincé en plein milieu du désert, il risque de mourir de froid ou de chaud. Il a pas les clés, justement, ça fait de Doug un personnage qui est pas très manuel, du coup il a pas les clés pour démarrer les voitures. Pourquoi est-ce qu'il essaierait de les démarrer du coup? Il saurait pas faire. Puis Doug, il travaille dans le télécom, hein, il connaît rien en bagnole. Contrairement à Big Bob, Non, mais je veux dire, contrairement à Big Bob qui il a rien vérifié, est quoi. parti lui, qui est retourné à la station-service et qui va essayer de démarrer la voiture du pompiste en plantant un truc. Hein. Juste avant Olive, pour finir sur cette scène de Doug, j'ai bien aimé l'effet de caméra qu'il y a tout à la fin de cette scène. Tu sais, qui fait des reculs, et on voit qu'il y a d'autres cratères. Oui, bien sûr. Et donc, instinctivement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça se trouve, dans chaque cratère, il y a un cimetière de bagnoles. Bah, c'est sûr, parce que tu vois que les familles de mineurs, comme c'est présenté dans le générique, sont là depuis 1950 et quelques, tu vois, et peut-être même encore avant, mais les essais nucléaires sont basés entre 50 et 60, et ils sont toujours là en 40 ans ou 45 ans après. Et ils sont cannibales, Et- donc ils mangent des Et ils sont hommes. cannibales, donc Ouais, Ah, mais ça ça en fait de la bagnole.
Ouais, mais il ne doit pas y avoir tant de personnes qui passent par là. Non, C'est après vrai. c'est la dernière station-service avant 350 km en direction de la Californie. Donc Oui, il doit quand même y avoir un peu de passage, sinon il serait peut-être déménagé, je sais rien. Il doit y en avoir une toutes les semaines. Quoi. Et transition, on retourne sur Big Bob qui a, à la force de ses jambes, rallié la pompe à essence. Donc on retourne à la case d'ouverture du film, pour ainsi dire. C'est ça. C'est ça. Il cherche donc le pompiste, il l'appelle. Hé pompiste, hé pompiste. Personne ne répond. À un moment donné, il trouve une bagnole. Qu'est-ce qu'on fait dans un film américain quand on est dans une voiture, Olivier? Eh ben on baisse le pare-soleil, on prend les clés et on la démarre. Pourquoi Doug il a pas fait ça? Bref, le pompiste il est au chiottes. Et Big Bob il est. Et là, pareil. Première scène de nuit. Pas une nuit américaine, n'est-ce pas Olivier? Je Ah, pensais que ouais. tu allais en parler parce que. J'attendais qu'on arrive à la nuit, mais oui, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. C'est le premier film, je crois qu'on traite, où j'ai pas besoin de dire à un moment donné, bon, il fait bleu, c'est une nuit américaine, blablabla. Non, c'est une vraie nuit. Il fait noir, quoi. Oui, bah, la nuit en plein milieu du désert. Ouverture de porte donc, des toilettes. Le pompiste qui fait un câlin avec son fusil à pompe. Ça devient ardent. Le canon tire. Tu vas embrasser son fusil à pompe. Et une partie du visage est partie. Une partie, ouais, il reste plus grand chose, il reste un morceau de menton, je crois, du visage. Ouais, bah c'est une partie quoi. Et là, Ouais, c'est ça. on a les premiers effets gore du C'est film. ça. Et là, il y a un des premiers effets, moi, qui a commencé à me faire trembler. C'est la répétition. Enfin, moi, je l'ai vu en VF et en VO. Et je sais qu'en VF, c'est papa qui est dit. Oui. Et ne serait-ce que là, oh, je me suis senti pas bien. Parce que t'entends papa, papa. Bob qui commence à tirer sur rien. Parce que bon. Bah parce que c'est pas une nuit américaine, du coup, il fait noir, il voit pas d'où ça vient. Il est éclairé que par les phares. Il y a une toute petite lumière dans la maison, mais sinon c'est que les phares de la voiture qu'il a démarré grâce aux clés qui étaient dans le pare-soleil. Il est à peu près éclairé que par ça. Il re-rentre dans la voiture après avoir tiré pas mal de fois. Et là, on entend encore cette fois papa, mais on se rend compte que c'est sur la page à l'arrière. À l'arrière. Et là, boum, premier mort du film, on peut dire. Pas encore. Il est pas mort. En vrai. Bah non, pas Il est encore. pas Ah oui, mort, c'est vrai. Il est pas mort, Big Bob. Putain, t'as oublié Le premier oui, le oui, coup de oui. la torche. Ah, j'avais oublié le cosplay de Jeanne d'Arc. Et T'es hardcore. No limit, Kevin. je suis obligé, je me mets en diapason avec le film. Et C'est beau. En Qu'est-ce que quoi, c'est en beau. diapason? bah oui, au diapason. Attends, t'as sorti quoi comme mot là? Il se met au diapason. Il se met au rythme et aux nuances du film. D'accord, je note ça. Oh là là, la jeunesse, putain. La famille. Non, Bobby s'est réveillé. Oui, Bobby se réveille et oui, il se fait secourir par Ruby. Et là, il est de nouveau dans la caravane. Et c'est là où il y a le cosplay. Et le cosplay commence, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, Doug est rentré de sa balade. Et il décide d'aller se reposer avec sa femme dans la voiture qui tractait la caravane pour laisser Ethel, Bobby et la petite Emily de Ravine, comment elle s'appelle, Brenda, se reposer un peu. Et lui et sa femme vont dormir dans la voiture. Il y a du bruit. Bobby sort de la caravane et va chercher Doug parce qu'il est apeuré. Il explique à Doug, entre autres, qu'il a vu que son chien, un des deux chiens était mort, mais qu'il n'avait pas voulu le dire à sa mère pour pas lui faire peur. Et là, Et on fait une pause. Parce que la suite est vénère. Voilà, maintenant que j'ai pris une pause, tu peux continuer. D'accord. Bah là, va y avoir l'introduction réelle des antagonistes. clairement, Va. et puis ça va pas être Et très très beau. Pour une introduction. On va enfin voir leur visage. Ce qu'on aurait préféré ne pas voir. J'ai vomi dans ma bouche. Cosplay donc de Jeanne d'Arc. C'est ça. Une partie de la famille, dont Doug et Bobby et la mère, partent en courant vers donc l'homme en feu, la torche. attaché à un arbre, et retrouve Big Bob qui est en train de flamber, mais flamber bien. Ah oui. Et donc l'introduction de Bec de Lièvre et du Grand Moche. Ouais, c'est comme ça que je les ai identifiés. Hein. Et toute cette scène, Allez, j'en ai allez, encore dur.
j'en ai encore des sueurs froides, moi. Si tu veux, je m'en occupe. Hein. Je sais que c'est dur pour toi. Si tu veux, Je peux m'en m'en occupe, occuper hein. aussi, là c'est bon, je l'ai digéré. Je préfère pas m'en occuper, hein, parce que vraiment, moi, c'est le genre de scène qui me donne envie de fermer les yeux quand je regarde un film. Et j'ai 30 ans passés quand même. Donc il y a Sinoc et Bec de Lièvre qui sont dans une caravane. Allez, vas-y, Vivien. Oh mon dieu. Donc, non, pas Claire. Brenda est restée dans la caravane avec Catherine, le bébé. Le moche et Bec de Lièvre sont dans la caravane, pendant que tout le monde est en train d'essayer d'éteindre le papa. Oh mon dieu, c'est horrible. Tout le monde crie dans tous les sens, la mère est en pleurs, le fils est en pleurs, Lynn est en pleurs, Doug essaye d'éteindre le père avec un extincteur, et pendant ce temps-là, Brenda va se faire violer. Alors, t'as quand même raccourci beaucoup la chose, mais oui, c'est ça. Et elle va être violée. Elle va être violée et elle va pas pouvoir crier parce que pendant qu'elle se fait violer, bah, même si elle crie déjà, au bout d'un moment elle va crier mais personne l'entend, jusqu'à un certain point, et de toute façon tout le début, bah, elle est bâillonnée, enfin elle est étouffée. Bâillonnée, ouais, par une humain, c'est ça exactement. Le moche va commencer à être attiré par la jeune demoiselle, puis va se faire casser la gueule par Bec de Lièvre. Jupiter, ouais. Jupiter, il s'appelle Jupiter. Ok, donc Jupiter va violer Brenda après avoir bouffé un oiseau. Cette phrase est tellement bizarre Parce que... Ah oui. Après avoir décapsulé la tête de voilà. l'oiseau même. C'est ça. Ouais, Jupiter voilà. nous fait une Bernie Et et après il s'occupe de Brenda. C'est ça. Ensuite, il s'occupe de Brenda. La famille entend... Enfin, Lynn entend les cris et va voir ce qui se passe dans la caravane. Elle arrive, elle voit que Brenda... Enfin, Jupiter n'est plus dans Brenda. Oh. Donc, on comprend que entre le début et la fin, elle s'est fait violer. Jupiter agresse Lynn et lui tète le sein. Parce que Lynn, donc, allait son bébé. C'est ça. Parce qu'ils ont... je sais plus s'ils ont encore remarqué le bébé ou Oui, pas. oui, mais ils bon, l'ont bref. vu, le Dans bébé. tous les cas, La mère arrive. Jupiter menace même... Jupiter braque même le bébé avec son flingue pour que oui, Lynn c'est se pour laisse ça. faire. C'est pour ça qu'il lui tète le sein. Pendant ce temps-là, le moche, je sais plus trop ce qu'il fait, mais il doit être en train de chill avec Brenda. La mère, Ethel, prend un caillou, arrive dans la caravane après avoir entendu les cris de Brenda. Elle est juste abasourdie de terreur, je suppose. Elle ne sait pas quoi faire. Je crois, elle balance un caillou. Elle va pour tête, éclater la tête de Jupiter. Jupiter la remarque et lui tire une balle dans le ventre. Voilà, c'est ça. Ensuite, Jupiter va tirer une balle dans la tête de Lynn et s'enfuir avec le bébé, pendant que Doug, après avoir éteint Big Bob et l'avoir vite fait vérifier si on peut le fixer ou pas, bon bah on peut pas, il rentre dans la caravane, il voit sa femme, il voit la mère d'abord étalée sur le fond remplie de sang, le ventre exposé qui est pas encore morte, il voit par terre sa femme, une balle dans la tête. Il va s'accroupir, il va la prendre dans ses bras en pleurant, enfin il va mettre ses mains sur sa tête, et Lynn, dans un dernier mouvement de terreur, va se réveiller, va étouffer, et va mourir une deuxième fois. Parce que une fois c'était pas assez. Pendant tout ça, Bobby, je crois, lui, il est en pleurs. Heureusement, Doug, il lui dit « T'inquiète pas, tu vas t'en sortir ». Et après, elle meurt. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et après, elle meurt. Je me rappelle Bobby même que Doug a dit Ouais. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir, où est le scotch? Ah oui, c'est important ça. le scotch. Mais non, Doug, de toute façon, il peut rien fixer, même avec du scotch. Et du coup, ensuite, Bobby je pense, revient, après avoir, je crois, tiré sur les deux Oui, gars oui, ensuite, ça, il si essaie je me de trompe tirer, pas. mais Bobby ne tirera toujours à côté. Il rentre, il voit donc sa sœur à moitié dessapée en pleurs, son autre sœur avec une balle dans le crâne, sa mère avec le ventre explosé mais encore en vie, Doug qui pleure et qui voit qu'il manque le bébé, qui pète un câble, et ensuite Ethel va mourir dans les bras de Doug devant Brenda et Bobby. Fin de la scène de la caravane. Alors, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur cette scène de viol, parce que généralement dans les films où il y a des viols, ça fonctionne pas du tout sur moi. Parce que souvent, c'est soit je trouve que c'est surjoué, mal fait, etc. Même la scène de viol dans Irréversible, qui avait fait beaucoup de bruit, de Gaspard Noé, qui est très longue, etc. Moi, j'ai juste trouvé longue et ennuyeuse cette scène de viol. Là, dans La colline des yeux, évidemment, on ne voit pas l'acte en lui-même. Il est uniquement suggéré, et on comprend que Brenda se fait violer, on a pénétré même, on va dire, parce que tu as un plan sur elle qui essaie d'appeler sa famille qui est au loin en train d'essayer d'éteindre Bob, et tu as juste ses mains qui sont sur les persiennes de la fenêtre de la caravane, Comme dans et Titanic. un peu comme dans Titanic, ouais. Et
Et après, tac, il y a un cut et on retourne sur les gens qui s'occupent de Bob. Et on comprend donc que, oui, bon, bah là, du coup, elle est résignée, elle va se faire violer. Et là, pour le coup, sur moi, ça a beaucoup, beaucoup plus fonctionné. Bon, déjà parce qu'ils ont vraiment des gueules dégueulasses, les Jupiter et Sinoc, et que, au contraire, Émilie de Ravin, c'est un poupon, cette comédienne, elle est très, très jolie, elle est très fraîche, je sais pas si on peut dire ça. Enfin, la fraîche dans le genre, voilà, elle est jeune, elle est jolie, elle est pas. Et quand tu fais ça, moi, quand mon cerveau associe les deux images, ça ne matche pas. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que non, normalement, c'est pas possible. Et ça a très très bien fonctionné. Le côté anxiogène et dérangeant de la scène a bien fonctionné sur moi. Non, puis c'est un trop plein de cris, de pleurs, de sang, de bordel dans tous les sens. La scène commence déjà sur le daron qui se fait cramer. Tout le monde pleure, Brenda qui se fait violer, un oiseau qui se fait bouffer, la mère qui se fait tirer dessus, la sœur qui se fait tirer une balle dans la tête, tout le monde qui pleure, la sœur qui revit et qui remeurt pour donner encore un dernier sursaut d'horreur. Enfin, c'est une scène qui en a trop, mais en fait ça fait pas trop, ça fait juste horrible. Elle te laisse pas le temps. Elle est étouffante en fait, la scène. Je trouve qu'elle est pas si longue que ça, hein, mais en fait, ça continue encore et encore. Et ils en rajoutent une couche avec. C'est accompagné par une musique qui est complètement déstructurée. C'est une espèce juste de riff à la basse, un peu à la basse, qui est un peu saturé. C'est très et avec une caméra plus ou moins à l'épaule qui va faire beaucoup de va-et-vient dans un endroit qui est très très étriqué, très très petit. restreint. Ouais. Et tout ça fonctionne bien. Alors surtout quand Brenda, qui une fois qu'elle s'est fait violer, une fois que les Jupiter et Sinoc se sont barrés, juste avant de partir, Jupiter lui dit « Je vais revenir pour toi ». Si tu fais un peu d'empathie, que tu te mets à la place de Brenda, tu fais ouais, non, je l'ai vu 2 fois le film là pour les besoins de l'émission, et à chaque fois ouais, ça a très très bien fonctionné sur moi, ce qui m'a rendu content en fait que ça fonctionne à ce point en fait. Ouais, c'est vrai que ça te rend content peut-être après le film parce que moi sur le coup ça m'a juste j'ai juste trouvé cette scène, c'est je pense de ma vie en tant que cinéphile et de tous les films et tous les trucs que j'ai pu regarder, je pense que c'est la scène qui m'a le plus dérangé de ma vie. Alors je te recommande 2 films si tu as l'occasion de les voir. Tu vas me recommander Martyr, je suppose. Non, pas du tout. Si tu veux une scène, un road movie français qui a été réalisé par celle qui a écrit le roman, donc Virginie Despentes, je te recommande le film Baise-moi, que je dois avoir, que je peux te prêter si tu veux, où tu as une scène de viol non simulée pour le coup, parce que c'est des comédiens porno qui ont participé à ce film-là, entre autres. Qui est plutôt assez anxiogène aussi, qui fonctionne bien. Et sinon, ouais, Martyr, je te recommande Martyr, qui ne te laissera vraiment définitivement pas de marbre, je pense. Mais en attendant, Kevin, qui a dû vomir à peu près 4 fois son estomac, tu es là. Qu'en as-tu pensé de cette scène ? Laisse-le tranquille, Kevin, laisse-le tranquille. Ça va être tout simple. Toutes ces scènes, cette scène-là, voilà, ça m'a pris à la gorge, tout simplement. Mais comme j'avais déjà dit sur Evil Dead, qui m'avait bon, celle-ci, elle est quand même bien plus hardcore, je trouve, que celle qui était sur Evil Dead. Mais déjà, celle d'Evil Dead m'avait attaqué. Moi, c'est typiquement le genre de scène que mon estomac ne peut pas. Je suis pas fait déjà de base pour les films d'horreur parce que je dois être un peu trop sensible. Mais là, ouais, c'était. Et puis, je l'ai trouvé interminable. J'avais envie de dire arrêtez, passez à autre chose. Ouais, c'est aussi interminable qu'un coton-tige dans le nez. Quoi. Et tu sais pourquoi je pense qu'elle fonctionne encore mieux peut-être qu'un Evil Dead, Evil Dead, c'est un torture porn. Du coup, il va à l'essentiel et il rentre dedans, il te montre les choses. Là, en fait, on parle du viol, etc. Mais on le voit pas. On te montre pas grand-chose, à part les gueules complètement décharnées des mineurs, hein, des antagonistes. Mais sinon, on te le suggère, mais on te montre pas les choses. Vraiment. Ouais, heureusement. Heureusement qu'on ne le montre pas. Bien sûr. Mais je pense que même la scène aurait moins bien fonctionné si on t'avait vraiment montré la petite Émilie de Ravin se faire chahuter au fond de la caravane, quoi. Après, faut pas oublier qu'il y a une version non censurée qui dure 1 minute de plus. Et cette minute de plus, c'est peut-être cette scène-là, justement. Je pense. Comme tu disais, Olive, peut-être, avant mais de tourner. On va pas parler de cette scène indéfiniment. Il y a d'autres choses dans le film. Non. Oui, enchaînons. Et on est déjà bien avancé sur le timer. Juste, donc cette scène vient de se passer, les protagonistes du film viennent d'avoir leur première perte, ils sont tous dévastés, sauf qu'il va se passer un truc qui fait que la mouvance va changer que c'est plus
enfin, c'est plus les traqués qui vont être traqués, mais les traqués qui vont devenir trackers. Et ça, on le voit tout simplement parce que un des monstres va mourir. Oui. Il va se faire tuer par le chien. Et donc, je pense qu'il y a une seule chose, parce que ce chien va faire 2 victimes dans le film. Et il va faire 2 victimes de 2 cosplayers. Et là, le premier, donc, c'est Voldemort avec un chapeau. Parce que typiquement, C'est vrai. c'est ça. Et C'est le gars qu'on voit bouffer une cuisse au C'est début ça. qui Oui, sûrement celui bouffe qui a la pas de cuisse nez, du chien. c'est ça. Ouais. c'est ça. Et à partir de ce moment, donc, déjà, grosse scène qui en met bien sur l'estomac. La scène du chien qui bute donc le monstre. Le chien revient au campement et Doug décide de partir avec le chien pour retrouver Catherine, donc sa fille. Ouais, il va partir avec le chien, son fusil, à la Will Smith, Il va pas avec un fusil. trouver les méchants, quoi. Il a pas de fusil, il a qu'une batte de baseball au début. Ah non, il y va avec une batte de baseball, c'est vrai. Ils ont un flingue et lui, il part tuer l'équivalent de je sais pas combien de psychopathes avec une batte de Oui, baseball. parce qu'il laisse le flingue à Doug. Bah oui, il laisse les flingues aux plus C'est démunis, vrai. aux plus jeunes en fait. Oui. Ce qui est bon. Parce que... Il sait pas s'en servir d'un flingue de toute façon, c'est Doug. Oui. Et puis surtout, Doug, pour pas accélérer, mais enfin, succinctement, parce qu'on va suivre deux histoires parallèles. Doug et Brenda vont vont faire du MacGyver, confectionner quelque chose, un piège pour Bobby et Brenda. Bobby et Brenda, pardon, vont confectionner quelque chose dans leur camp, qu'on verra plus tard. Et Doug part avec la meilleure arme possible et inimaginable, le chien, pour aller à la rencontre de ces frics. Bah, il va chercher sa gamine. Et c'est là que Doug va se révéler en tant que héros, en fait. C'est que là, on rentre vraiment, bam, dans l'acte 3. C'est ce que tu dis, en fait. Le traqué devient le tracker. Et il se révèle comme étant le héros parce que, bah, de lui, en fait, il reste que l'essence de son personnage. C'est un jeune père. Et il ne peut pas laisser sa fille. Et c'est ce qui le révèle en tant que, ben, pas surhomme, mais héros jusqu'à la fin du film. Oui, et puis il va changer physiquement aussi. Certes, avant, il était un peu sale parce qu'ils sont mis de nulle part. Mais à la fin, c'est un autre homme. Et on le voit dans sa façon même de marcher ou quoi. Oui. Et il va arriver donc dans ce faux... ce faux village où il y a des mannequins, comme tu disais, ceux qui servaient de test pour les essais nucléaires. Et il va trouver assez vite sa gamine, mais il va pas pouvoir la prendre parce qu'il y a un monstre ninja qui se déplace très rapidement parce qu'elle était sur un rocking chair. Instant d'après, elle est derrière lui. Waouh! Non mais la physique dans cette ville est pétée, hein. Le temps ou la physique, je sais pas trop, mais on a un nombre incroyable de téléportations, hein, quand même. C'est marrant, mais ça m'a pas choqué, moi. Ça m'a pas gêné dans le film. Non, ça gêne pas parce que c'est typiquement un truc de film d'horreur, comme on disait dans un slasher. Le mec dans un slasher, il a des pouvoirs magiques. Bah là, c'est plus ou moins pareil. Il y a un moment quand même qui m'a fait un peu me dire, bah c'est un peu cartoon quand même. C'est quand il va être confronté. Enfin, il va réussir à esquiver un petit peu un des moches. Son chien va faire un petit bruit, le moche va se retourner, ils ont disparu, ils sont dans une voiture enfermée, la portière fermée. En moins d'une demi-seconde, à plusieurs mètres de leur position initiale. C'est parce que 12 commence à sentir les effets de la radiation. Donc lui aussi, il obtient des super pouvoirs. Ça, pour le coup, bah, après, c'est un petit truc, voilà, et puis il fallait bien le faire de cette façon-là. Mais honnêtement, ça entache rien au film. Non, et je pense que ça fait même partie du charcutage du film pour éviter le d'être moins de 17 ans aux États-Unis, en fait. Donc fallait réduire aussi certains passages du film. Et en l'occurrence, le fait qu'on le voit se déplacer ou qu'il arrive directement dans la voiture, comme tu dis, oui, il se TP, il se téléporte, mais ça n'entrave pas le film, en fait. Ça devient pas clivant pour le film. C'était juste un petit peu cartoonesque. Oui, puis surtout, je trouve. le temps, on sait pas... enfin, on n'a aucune indication de temps parce que quand il va se faire assommer et qu'il va finir dans une espèce de... je sais pas ce que c'est. C'est un congélateur. Le bac à glace. C'est un congélateur. Espèce de congélateur, on sait pas combien de temps se passe, mais on sait que, waouh, être dans ce congélateur-là, oppressant aussi, hein. Mais bon, avec la force de ses bras, il arrive à s'en sortir. Alors pour décrire juste le congélateur, il y a des morceaux de cadavre à l'intérieur, hein, voilà. Lui est mis dedans encore vivant, et puis il se réveille avec à côté de lui une tête, un bras, un tronc, enfin voilà, c'est le garde-manger de nos amis mineurs, hein. Mineurs cannibales. C'est ça.
Il va Et du réussir coup, Doug, au lieu de taper avec ses pieds, il va taper avec ses mains. Oui, parce que mais Doug y arrive, donc Doug avait forcément raison, Doug avait raison. mais Voilà. que personne l'a entendu. Parce que non, on ne pose pas ce genre de questions, Kevin. Non, Non. il fallait que ça aille un peu vite à ce moment-là. Voilà, parce Oui, que voilà. là, pour le coup, le film rentre dans une phase où il n'y a plus de stop. C'est action. Il va rencontrer Jabba the Hutt, qui va lui faire tout un laïus sur vous les humains, c'est à cause de vous qu'on est comme ça. Donc typiquement là, on voit qu'ils eux se revendiquent comme autre chose. Et vu leur gueule, je comprends. Les autres. Et oh la violence. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que donc va y avoir un des gros moches qui va arriver et qui va commencer à latter la gueule de Doug. Et Jabba rigole parce qu'il ne peut pas bouger, mais il le voit se faire plus ou moins éclater. Et je trouvais ça très drôle avec la façon dont lui il meurt, parce que pour le coup il rigolait plus à la fin. Et encore une fois, le chien a bien fait son travail. Et ce n'est que suggéré, ça aussi. Hein. La caméra se pose dans la rue, du coup, à l'extérieur de la maison où est Jabba the Hutt. Et on entend juste ses cris et le chien, et on comprend que le chien va bouffer de la cervelle jusqu'à plus soif, hein, je peux dire. Mais on ne le montre pas. Hein. Un autre truc aussi, juste avant que le chien bouffe le Big Brain. Tout à l'heure, Olive, tu parlais de la façon dont Alexandre Aja et son équipe avaient réussi à rendre le film plus américain qu'américain. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont le gros moche va mourir, c'est avec un drapeau américain. Ça donne un petit peu un signe patriotique. Enfin, c'est ce que j'ai retrouvé. En tout cas, on dirait vraiment les États-Unis, l'américain a tué le moche. Mais c'est ça, je pense que c'est une métaphore, encore une fois. Hein. D'ailleurs, comment il s'appelle, Jabba the Hutt, dit, quand il s'adresse à Doug et qu'il lui fait son laïus du c'est vous qui nous avez créé, etc., il dit vos semblables nous ont demandé de partir, vos semblables, c'est vous qui nous avez créé les premiers. Et surtout, c'est le gros moche, il chantait pas l'hymne américain ? Big Brain, oui, il sifflotait l'hymne américain. Ouais. Et oui, donc ce que j'aime bien aussi, c'est que Doug enlève le drapeau américain de la tête de Big Bob. Du cadavre de Big Bob, ouais. De cadavre de Big Bob pour la mettre dans la gorge de Sinoc. De Sinoc. Et Putain, il a un prénom, lui. Non, Sinoc, c'est dans les Goonies, mais il ressemble vraiment beaucoup à Sinoc dans les Goonies. Du coup, je l'appelle Sinoc. Ah. Pareil, tous les gros plans sur sa dentition. Oh là là. Et son œil qui suinte un espèce de pu dégueulasse. Ouais, là. ça, c'est immonde. Et vraiment, ce que j'aime bien, moi, c'est la mort du prochain moche, mais expéditive. Ouais. C'est celui qui a la minerve. Ouais. Expéditive. Boum, 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 t'es mort. Ouais, c'est deux coups de hache, la hache plantée dans l'œil, la hache, le côté pointu de la pioche de la hache, si je peux dire, plantée dans l'œil, fin du game, on enchaîne. Récupération du fusil à pompe. Et pareil, et là on voit Ruby, c'est ça ? Celle avec le. C'est Ruby. Hein. C'est ouais. ça, c'est Le Ruby. sweat rouge, qui est à côté du bébé. Et qu'on prend soin. Et qu'on prend soin, et on sait pas ce qui se passe. Et on va se rendre compte assez vite qu'elle est partie avec le bébé. Pour le protéger, parce que Big Brain avait donné l'ordre à. C'est Jupiter, c'est ça ? Oui. Ouais. À Jupiter de tuer le bébé. Et Ruby, donc on voit bien que c'est le monstre empathique qu'on avait pu déceler au début de ce film. Et là, tout course-poursuite entre Doug et Jupiter pour le premier qui attrapera le bébé. Et là, pareil. Juste pour cette scène-là, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais tout ce que je voulais, c'est que la résolution de cette scène-là, ce soit pas une sorte de malentendu. En fait, j'étais tellement dans le film que je me disais, oh non, faut pas que. Et en fait, je sais pas comment je suis rentré autant dans le film, sûrement avec le réalisme quand même de l'irréel qu'on nous montre. Mais moi, tout ce que je voulais là, à cette course-poursuite, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu en mode Doug bute Ruby, parce que depuis le début, on nous montre quand même des innocents se faire buter. Alors, je me disais, pourquoi pas Doug tirer sur Ruby parce qu'elle tient son bébé et ne pas comprendre. Et c'est-à-dire que ce film-là m'a fait douter quand même
Et c'est rare qu'un film te fasse douter sur la mort des personnages, on va dire, gentils principaux. Non, Doug aurait pas tiré sur Ruby. Je comprends très bien ton point de vue et Oui, elle avait c'est le gosse. intéressant. J'aime bien ton analyse et le côté. Enfin, ce que tu as dit, j'aime bien en fait. Mais Doug aurait pas tiré sur Ruby parce qu'à un moment donné, c'est glissé au tout début du film. Il n'aime pas les armes à feu. Et si tu regardes C'est vrai, bien, oui. il bute tout le monde, enfin une partie du village en tout cas, dans cet acte 3, soit au tournevis, soit au drapeau américain, soit à la hache, enfin ce qu'il a sous la main. Et c'est vraiment quand il sera au bout du bout à la fin, quand il va récupérer Ruby et que Jupiter va leur tomber dessus, que après s'être fait rincer par Jupiter encore une fois, c'est à ce moment-là où il a le fusil à pompe en main et qui va tirer sur Jupiter en fait pour en finir. Mais pourquoi il l'achève pas? Alors ça c'est débile. Parce C'est que- débile. Il pense, ouais. il lui, bon en même temps il lui tire 2 balles. Il tire une balle dans le ventre, une balle dans l'épaule. Jupiter s'effondre et après oui Doug laisse tomber son fusil à pompe juste à côté de Jupiter. Tu fais, Je pense que t'as un tel sentiment de rage que tu mets une balle dans la tête. je pense ouais. Mais c'est pas grave parce que va y avoir le plus beau moment du film. Oui. Bah, le sacrifice en fait de Ruby, qui se sacrifie pour que les beaux vivent. C'est ça Et ça parce c'est que une ouais. belle morale. Et ça c'est vraiment une belle morale dans ce film. C'est que les moches il faut qu'ils vivent entre eux. Oh, je peux pas dire ça. Oh, C'est laisse, trop tard, je le hein. garderai au montage. Garde mes remords aussi, garde mes remords. Vas-y, Attends, faisons je des peux- caisses, refais des remords, vas-y. Oh non, je peux pas me permettre de dire ce genre de choses. Tout le monde a le droit de vivre, sauf eux, quand même. Et pendant ce temps-là, Brenda et Bobby, c'est pas le début d'une blague, hein, ils sont en train de concocter un plan avec une canne à pêche, des allumettes et du gaz. Et il va y avoir un autre moche ninja qui va enlever le corps de leur mère alors qu'ils sont à 5 mètres. Il est fort. Ouais, c'est incroyable. Waouh. Il se retourne 10 secondes à 10 mètres et il y a un corps d'une femme adulte qui disparaît. Et le mec la mange. Et le mec est déjà en train de la manger, hein, c'est vrai. Et il va les poursuivre, nanana, explosion de la caravane. Ah bah il faut l'expliquer ça quand même. Ça tu dis il va les poursuivre, ensuite explosion de la caravane. Parce que vraiment le plan intérieur, qu'est-ce que tu veux expliquer? Leur plan il est ingénieux, c'est des MacGyver en herbe. C'est vrai, mais ils font péter la caravane, mais bon c'est une scène un peu bizarre parce que en fait ils vont menotter un peu, je sais plus trop ce qu'ils... Non, ils l'attachent avec les sortes de câbles qu'on met dans les coffres là. Un sang d'œuf sur les mains du gars qui était en train d'attraper Brenda encore. Pauvre Brenda, putain. Et donc ils vont s'enfuir par la fenêtre, la mauvaise fenêtre, puis la bonne fenêtre. Et le type, bon, j'ai trouvé ça aussi un peu con, va entrer dans la caravane forcément qui a été piégée, remplie de méthane. Je suppose, et avec des petites allumettes accrochées à la porte. Pourquoi le type est rentré dedans? Pourquoi il les a pas vus ou entendu sortir alors qu'il sait déplacer un corps en moins de 30 secondes sans se faire voir ni entendre? Bon, après, ça reste un mec, ça se trouve, son cerveau il est irradié, hein, il a peut-être pas cette logique-là. Hein. Du coup, c'était mieux que quand Kevin il a dit bon bah du coup il est poursuivi et la caravane explose quoi. Ouais, du coup en vrai ouais, Et- mais du coup un autre mort. Et non, il est pas mort. Il finit. pas mort, il se c'est vrai, relève. Il est embroché et il fait pour attraper Bobby qui est à côté. Et on va revoir un des personnages secondaires de ce film qui va réapparaître, la pioche. Parce que la pioche du tout début revient dans les mains de Brenda pour finir dans la tête du moche. Et Qu'est-ce qu'elle foutait là la pioche? j'en sais rien. Tu sais, on n'est plus. Ok, suivant. Pour le coup, vraiment, je sais pas. Parce qu'il n'y a plus rien d'intact, hein, mais il y a une pioche par terre. Et là, tel un héros, tel le héros de ce film qu'on n'attendait plus, Doug arrive avec Catherine et le chien, La bébé quoi. qui pour moi, le chien a été vraiment le héros de ce film. Parce qu'il a su être là au bon moment. Et Doug, recouvert de sang. Et là, câlin familial. Ouais, donc, mais je sens que les liens se sont resserrés au sein de cette famille. Bah oui, en même temps ils sont moins nombreux maintenant. donc bon. Il n'y a plus le connard de Big Bob. Et on va revoir donc ce plan jumelle sur les protagonistes. Et le film se finit comme ça. Donc on ne sait pas s'ils survivent, il faudrait voir le 2 pour savoir. On n'en parle pas dans le 2. Dans le 2, tu le suis une équipe de GI américains qui vient aider des scientifiques, je crois, dans les mines.
Et c'est nul. Ça a rien à voir avec Rien à l'histoire voir. de- Et il faut surtout pas mélanger Alexandre Aja avec La colline à des yeux 2. Hein. Non, 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 non. Mais je sais que Craven est sur le scénar, je crois, du 2. Donc il a Mon pas Dieu. fait que des bonnes choses. Mais donc fin du film, et bah c'était très bien. Je voudrais juste revenir sur un truc que j'avais dit au tout début de l'émission. J'avais dit il y a 2 effets qui sont en numérique et tout le reste, pour la plupart, étaient vraiment des effets pratiques. Il y avait donc ce poisson dans l'eau et le combat final entre Doug et Jupiter. Jupiter a toujours une herse autour de lui, en fait, autour de son corps, la herse qui déploie sur les routes pour que les pneus des voitures crèvent. Et il lui jette la herse à un moment donné à la gueule de Doug, ce qui va lui arracher une partie du visage, enfin qui va griffer Doug dangereusement. Et le jet de herse est numérique aussi en fait. La herse à ce moment-là est numérique. Et c'est les 2 seuls effets numériques que j'ai moi noté dans le film, à part certainement des rajouts, des choses comme ça par endroit pour masquer des choses. Mais sinon tout est en effet pratique. Maquillage, effets, explosion, enfin les têtes qui explosent, les machins, tout ça est en effet pratique. Ce qui était vraiment rafraîchissant. En même temps, en 2006, on n'a pas encore arrête-moi si je me trompe encore une fois, mais c'est pas encore l'ère des fameux sauts 3D, Piranha 3D et tout ça. Si. En 2006 déjà 2004, le premier saut. Donc 2000, Oui, 2006, mais, 7, etc. Après, on a vu saut 2, 3, 4. Donc on était déjà dans cette ère du torture porn à gogo et donc du Ouais. sang numérique. Le sang numérique est arrivé un petit peu plus tard. Je pense que ça va être plus de fin 2000, fin 2008, 2009, 2010 peut-être. Je pense le sang vraiment 100% numérique qui n'y a pas du tout dans La colline à des yeux par contre. Petite conclusion rapide, je pense. Mon chouchou. Ouais, d'accord, à moi. Et c'était un bon film. Enfin, c'était un très bon film. C'était angoissant au possible, comme un film. Enfin, il a coché plus ou moins toutes les cases que j'attends d'un film d'horreur. Ce genre que j'adore, que je me délecte même. Non, comme j'avais dit, comme je t'avais envoyé un message, Olivier, je pense qu'il fait partie, enfin, en termes de réalisation, de contenu et de sujet, du respect de son sujet de base, il fait partie de la top tier liste des films qu'on a traités pour le moment. Ah oui, oui, oui. Et pour le coup, non, très bien, il a su me faire frissonner, avoir de l'empathie même pour Ruby, donc un personnage qui n'est pas très attrayant de base. Non, ce film a très bien fonctionné sur moi. Je le re-regarderai pas avec plaisir parce que je pense qu'il Il faut se laisser du temps entre chaque visionnage, je pense, de ce il genre faut de que j'attende un peu Ouais. pour me remettre un peu psychologiquement. Mais non, c'est si vous aimez les films d'horreur ou même si c'est le genre de film à voir quand on aime les films d'horreur et à voir à deux pour se faire peur. Tout simplement, non, c'est un bon film. Moi, je le conseille. Je le conseille et sans aucun problème. Et vous? Allez, vas-y, Vivien. Alors, en fait, faut savoir que en regardant La colline à des yeux, je m'attendais à un bon film d'horreur, mais pas à un film qui allait vraiment me déranger. Je m'attendais à voir du moche et du humain se combattre, tu vois, et s'entretuer. Et au final, quelle surprise fut cela que, en fait, c'est devenu un des films, pour moi, les plus dérangeants que j'ai vus. Je me suis vraiment senti mal en le regardant, surtout la scène de nuit de la caravane qui est magnifiquement, je suppose, réalisée, mais qui est extrêmement dérangeante, et c'est le but de la scène, hein, de toute façon. C'est pas un film que je prendrais plaisir à regarder, à re-regarder, je veux dire, parce que c'est un film qui vraiment m'a perturbé et m'a fait peur. Et je suis pas friand des films d'horreur. Il y a des films d'horreur que je trouve très bien, que j'aime beaucoup. J'ai mes préférences comme tout le monde. Celui-là est génial, ça y a rien à dire là-dessus. Mais un peu trop pour moi, honnêtement. Ok. Moi, j'adore. J'ai été conquis direct à mon premier visionnage, donc en 2006. Il a tout. Il a une réalisation qui est nickel. Il est hyper anxiogène. Il y a beaucoup d'effets pratiques. Il égore juste ce qu'il faut. Il suggère ce qu'il doit suggérer sans en montrer trop.
Alexandre Aja, je t'aime. Enfin, vraiment au top. Et si vous avez vu La Colline à des yeux ou que vous voulez voir La Colline à des yeux, regardez pas que ça. Intéressez-vous vraiment à la filmographie d'Alexandre Aja. Il en a pas fait tant que ça. Oui, c'est un auteur. C'est un réalisateur de films de genre. C'est un auteur. Enfin, encore oui et non parce qu'il travaille beaucoup avec Levasseur. Hein. C'est vraiment deux comparses deux créateurs qui travaillent ensemble. Donc, même Piranha 3D, oui, parce qu'il a fait Piranha 3D, Alexandre Aja, il est génial parce qu'il est complètement assumé dans le côté bancal, un peu comique et ultra gore. Donc, régalez-vous. Ayez le cœur quand même bien accroché pour La Colline à des yeux parce que normalement, ou après le visionnage du film, vous en sortirez pas très très bien. Il y a quand même quelque chose qui va te laisser un petit arrière-goût de pisse dans la bouche, tu vois, un truc vraiment un peu sale. Donc, c'est pas très bon. Ouais, bah oui. Enfin, je sais pas en fait, j'en sais rien, mais j'imagine. Oui. Donc voilà. Mon retour, ma conclusion, c'est ça, c'est génial du début à la fin. Et bien, c'était notre avis sur La Colline à des yeux. Ouais, rigolons. C'était bien. Ah là là. Dis donc. C'est bon. Ok, donc on va tous aller se pendre et on vous dit à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner sur nos réseaux, suivez-nous, merci beaucoup pour tous les retours que vous nous faites chaque semaine, c'est vraiment à chaque fois un régal de vous lire, parce qu'on peut le faire, on a le temps de le faire, donc merci beaucoup, et à la semaine prochaine pour un film moins bien, du coup, normalement. Des bisous à tous, Ouais. Salut. Bisous. Vous êtes super, bisous.